Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Sylvie Ly, avec qui nous allons parler de ses livres de jeunesse inclusif. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage à Clémence Mouelet-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Du coup, Sylvie, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Tout d'abord, je voudrais te remercier, Estelle, de cette invitation. Je suis une autrice de livres jeunesse inclusifs. J'ai déjà publié 2 albums qui sont Léo et son papillon super pouvoir. Donc, ce sont des albums jeunesse avec un Eurasien qui a 2 mamans. Je suis également référente du pôle éducation et prévention de l'Association des jeunes chinois de France. Je milite contre le racisme anti-asiatique et la haine anti-LGBT. J'ai également été très active au sein des Enfants d'Arc-en-Ciel, l'association qui accompagne les personnes LGBT dans leur parcours de PMA, dans leur parcours de parentalité tout court. Et donc, je suis également 4/5e business analyst en 4/5e. Donc voilà. Et maman d'un petit garçon conçu avec la PMA. Merci pour ta présentation, c'est très clair. Et du coup, pour commencer cet épisode, car j'aime bien, vu que moi je fais du féminisme éducatif, commencer par présenter le sujet. Et du coup, qu'est-ce que c'est des livres de jeunesse inclusifs et pourquoi tu les as écrits? Alors, livre jeunesse inclusif, c'est ce que j'ai compris, c'est que l'on inclut un héros ou des personnages qui font partie d'une ou des minorités. Et donc c'est dans un objectif d'inclusion de ces personnages-là qui représentent la société. Et donc pour ma part, mon fils a 3 ans, il a dit à ma femme et à moi: «2 mamans, c'est trop. Je veux qu'une seule maman et un papa». Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait très mal parce que cet enfant-là, je l'ai vraiment désiré. J'ai vraiment fait un parcours du combattant à l'étranger, à l'époque où la PMA n'était pas encore autorisée pour les lesbiennes. Avec ma femme, on a fait plusieurs allers-retours en Belgique, tout ça. Et donc, quand mon fils, du haut de ses 3 ans, me dit ça, je me suis dit: «Waouh, ça fait mal». Et en gros, il exprimait surtout son besoin de se conformer à la norme dominante avec un papa et une maman. Il voulait appartenir au groupe auquel enfin avec ses copains, il se rendait compte que c'était le seul enfant à ne pas avoir de papa. Et ça a vraiment cheminé dans ma tête, ça m'a beaucoup travaillé. Et donc j'ai commencé à chercher des livres qui racontent la PMA des lesbiennes aux enfants. J'en ai trouvé très, très peu et ce que je trouvais ne me satisfaisait pas assez. Et donc je me suis dit: «Oh bah tiens, bah Sylvie, autant que tu écrives l'histoire, de ton aventure, en Belgique, pour que, ton enfant, un jour ou l'autre, il pourra avoir, une meilleure compréhension de sa conception». Et donc c'est vraiment comme ça qu'en tant que responsable d'application informatique, n'ayant jamais fait d'études littéraires, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancée dans l'écriture de la conception de Léo avec la PMA. Donc et vraiment ce qui m'a vraiment touchée, c'est mon fils, quand il a vu la première page de couverture, c'était juste imprimé en A4, juste avant l'impression par l'imprimerie. Il a dit: «C'est moi!» Et donc ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit: «Tiens, c'est cool, j'ai déjà atteint mon objectif qui était de permettre à mon fils de s'identifier à un héros qui lui ressemble, un héros très asiatique et qui a 2 mamans». Et voilà, donc c'est vraiment pour l'aider à mieux grandir parce que on on se doute bien qu'un livre, c'est l'un des premiers médias que les enfants
peuvent regarder. La télé, les écrans, c'est un peu trop jeune, mais le livre jeunesse, l'album jeunesse, c'est un média un média très intéressant pour que les enfants puissent découvrir le monde, se construire, construire leur identité. Et donc, les médias, le livre jeunesse en particulier, il a deux rôles, miroir et fenêtre. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment contente de me lancer dedans parce que ça permet à des enfants de se découvrir s'ils appartiennent à une famille LGBT. Donc, LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Donc, c'est toute personne qui s'identifie à cette communauté-là. Euh, les familles LGBT ne sont pas assez représentées dans la littérature jeunesse. Et quand on n'est pas représenté, ben, on ne se sent pas exister dans l'imaginaire collectif. Et c'est vraiment dommage. Euh, pour te la faire simple, j'ai eu du mal à me projeter à devenir mère en tant que lesbienne parce que j'ai grandi avec des histoires de lesbiennes qui se finissaient mal à chaque fois. Et donc ça se finissait toujours par une des deux lesbiennes qui se suicide ou qui est écrasée ou qui lui arrive quelque chose. Même dans Buffy et les vampires, le seul épisode où tu vois le couple lesbien, bah ça se finit mal à la fin de l'épisode. Et donc pendant très longtemps, je me suis dit bah la représentation c'est hyper important pour se construire notre identité. Et si on est en manque de représentation, bah, c'est plus difficile de s'accepter. Bah, c'est une très belle présentation dont tu nous as faite. Bravo encore pour cette démarche, pour ton fils, pour lui donner des rôles modèles, que ce soit pour ton fils, pour les autres enfants, pour montrer que c'est possible, pour inspirer, donner confiance. Je me dis que les rôles modèles, c'est quelque chose de super important, surtout que ça fait écho à toi, ta propre histoire personnelle, où malheureusement tu n'as pas pu te construire avec des rôles modèles, bah, des femmes lesbiennes positives, on va dire, enfin, où bah, elles ont une vie de couple tout à fait qui se passe bien, en fait. Donc là, c'est chouette de pouvoir offrir ça aux enfants, et parce que ça peut clairement leur construire des nouveaux imaginaires et leur montrer que bah non, il n'y a pas que l'hétérosexualité, bah il y a plein d'autres facettes dans ce monde, et donc c'est hyper important de le valoriser, et donc franchement bravo. Mais du coup ça me fait penser, parce que voilà, je, je tiens à cœur de pouvoir expliquer les termes pour que tout le monde puisse repartir avec la meilleure compréhension, même si tu n'as pas de connaissances. Du coup, voilà, je voudrais revenir sur ton premier livre avec la PMA, et du coup, pour que tu nous définisses, bah, qu'est-ce que la PMA aussi, je me disais, depuis quand bah, les lesbiennes, elles ont accès à la PMA, pourquoi avant, bah, c'était pas le cas. Donc, voilà, je me dis que c'est intéressant de creuser ce genre de sujet. Alors, PMA signifie procréation médicalement assistée. Et maintenant, les médecins préfèrent utiliser AMP, assistance à la procréation, assistance médicale à la procréation. Et en gros, la PMA était avant tout réservée aux couples hétéros infertiles. Et grâce à la mobilisation de plusieurs associations féministes et d'associations de familles LGBT, comme la PGL et les enfants d'arc-en-ciel notamment, eh bien, la loi de bioéthique du 2 août 2021 autorise les femmes seules et les femmes lesbiennes en couple à bénéficier d'un parcours de PMA et donc de bénéficier de insémination artificielle et de fécondation in vitro, FIV ou IAD avec donneur. Et la loi de bioéthique a été trop résumée par les médias comme la loi PMA pour toutes. Et pourtant, c'est une loi qui est beaucoup plus complexe, qui est en réalité décomposée en 5 piliers. Et donc il y a la PMA avec les conditions de remboursement par la sécurité sociale. Il y a également la RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, qui permet à la mère sociale qui ne porte pas l'enfant
l'enfant de pouvoir devenir la mère légale dès la naissance de l'enfant. Et ça, cette filiation nouvelle, ce nouveau mécanisme de filiation reste très méconnu de la part des lesbiennes à cause de ce raccourci PMA pour toutes, point. Non, il y a également la RCA, reconnaissance conjointe anticipée. Anticipée, ça veut dire avant l'insémination ou avant la FIV, il faut aller chez le notaire, obtenir un acte authentique de RCA. Il y a également 3 autres piliers que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais c'est pour dire vraiment que la loi de bioéthique, elle est beaucoup plus complexe. Voilà. Et la PMA, elle est autorisée à l'étranger pendant très longtemps, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et même aujourd'hui, il y a des femmes seules et des lesbiennes qui continuent à partir à l'étranger. Et donc, pendant très longtemps, c'était des voyages en Espagne ou en Belgique, parce que ce sont les pays limitrophes, pour envisager de concevoir un enfant. Et comme je le dis à chaque fois, un parcours de PMA, c'est une aventure humaine pour concevoir la vie, mais sans garantie de succès, avec tout l'ascenseur émotionnel que l'on peut vivre, avec les échecs qui peuvent être successifs. On ne sait jamais quand est-ce que Dame Nature va nous autoriser à être mère, parents, et c'est pour ça que je dis c'est hyper important d'être bien accompagné. Et c'est pour ça que moi, ce livre, La conception de Léo avec la PMA, c'est un livre qui s'adresse à la fois aux enfants, pour comprendre comment on fait un bébé sans papa, mais avec un donneur. Et ça permet également aux adultes, avec la deuxième partie, de comprendre la loi de bioéthique. J'ai vraiment cherché à vulgariser cette loi de bioéthique, à expliquer le bilan suite à sa première bougie, et également donner toutes les informations que moi j'aurais voulu avoir pour faire ce parcours de PMA, eh bien je les ai ajoutées dans la deuxième partie. Donc c'est vraiment un livre 2 en 1, et parce que j'étais vraiment très en colère quand j'ai vu que le ministère de la Justice n'avait pas fait son devoir de vulgarisation de la loi, qu'il y avait beaucoup de personnes dans le milieu judiciaire qui ignoraient également les modalités d'application de la loi, et même au niveau du corps médical, qui n'accueillait pas forcément correctement cette nouvelle patientèle que sont les femmes seules et les femmes lesbiennes. Voilà. Donc c'est vraiment un livre riche et qui est soutenu par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la JCF, et les Enfants d'Arc-en-Ciel. Donc c'est un livre qui est auto-édité. C'est mon souhait, parce que parce que quand j'avais soumis le manuscrit avec les illustrations à la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, le livre il était trop abouti, les illustrations n'étaient pas conformes à la charte graphique de la maison d'édition. Donc elles m'ont recommandé soit de le publier parce que j'avais vraiment bien avancé, soit de faire appel à elles, mais sans les illustrations. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Moi-même, j'en apprends plein de choses avec toi. Je connaissais pas du tout la RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, avec le fait d'aller chez le notaire. Enfin, c'est assez dingue qu'on soit pas plus au courant de ce genre de choses. Et oui, comme tu dis, c'est vrai que les médias, je pense qu'ils restent en surface, alors que ce serait hyper intéressant de faire venir des personnes comme toi qui connaissent le sujet. Bon, c'est aussi pour ça que je t'ai invité aussi pour Matrimoine féministe. Hein. Je trouve ça tellement important de partager cette connaissance que, comme tu disais, peu de personnes ont visiblement, alors que 2021, c'est vrai que c'est quand même très récent, mais du coup, ouais, c'est hyper important de sensibiliser, et bravo aussi cette deuxième partie de ton livre qui qui comprend toutes les explications, toute la vulgarisation qui aurait été nécessaire dès le début, en fait, pour que tout le monde puisse repartir avec les clés. Donc clairement, j'invite les personnes à se renseigner et à regarder, à acheter ton livre. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. C'est vraiment nécessaire parce que, comme tu le dis, beaucoup de personnes hétéros ne se rendent pas compte du parcours du combattant. On est en 2024 et la loi, elle reste encore théorique
pour beaucoup d'associations, les délais d'attente restent très longs. Et ce qu'avait dit une des personnes qui avait milité pour la loi, avait simplement dit, en fait, les femmes ont surtout gagné le droit d'être sur des listes d'attente. Et oui, parce que on a ouvert la PMA à de nouveaux publics, les femmes seules et les femmes lesbiennes, mais sans forcément augmenter les moyens pour accueillir ces nouveaux publics, il y a des embouteillages, il y a des goulets d'étranglement. Et il n'y a pas également assez de dons de sperme ou dons d'ovocytes. Et c'est encore plus criant pour les personnes non blanches. Les personnes non blanches, moi par exemple d'origine asiatique, en France, il est important, il y a le principe de l'enfant doit ressembler à ses parents. C'est le même principe qui s'applique en Belgique et donc on appelle ça l'appariement des gamètes sur la base du phénotype des deux parents. Donc il y a le médecin biologiste qui essaye d'identifier la couleur des cheveux, la couleur de peau, la couleur des yeux, la taille, l'origine ethnique, etc. Et donc quand vous avez très peu de dons, parce qu'on est en France, il y a plus de dons de personnes blanches que de personnes d'origine asiatique ou noire, etc. Nous, en fait, on a un délai d'attente encore plus long. Et pourtant, notre fertilité atteint un pic à 27 ans, 25 ans, 27 ans, et ensuite, la fertilité ne fait que baisser. Et donc, c'est toujours ce dilemme de est-ce que je bénéficie de la gratuité de la PMA, mais avec un délai long, plus ou moins long, ou bien je me dis, OK, pas de PMA gratuite, je prends tout à ma charge et ensuite je fais un parcours de PMA plus rapide à l'étranger avec tout ce que ça inclut. Épuisement, stress, etc. Parce que les voyages aller-retour, c'est onéreux et ça demande beaucoup d'énergie. Prendre la route ou prendre le Thalys pour aller en Belgique, par exemple, c'est très épuisant. Ouais, merci beaucoup pour ces précisions et du coup, j'aimerais rebondir, par exemple, imaginons qu'il y a des personnes qui nous écoutent, ils aimeraient bien faire un don de sperme ou un don d'ovocytes, mais ils savent pas comment s'y prendre. Enfin, quelle est la procédure, à suivre? La procédure à suivre, c'est simple. Allez dans un centre de PMA le plus proche de chez vous. Et les centres de PMA figurent sur le site web de l'Agence de biomédecine. La majorité des centres de PMA publics sont dans des grands hôpitaux, des APHP. Et donc, c'est plus facile de faire un don de sperme que de faire un don d'ovocyte. Un don d'ovocyte nécessite de faire une stimulation hormonale, tout ça. Et sachez qu'avec la loi de bioéthique, le don n'est plus anonyme. Ça veut dire que l'enfant qui a été conçu avec un don ou double don, il peut, à sa majorité, faire appel à une commission d'accès aux origines pour avoir des informations non identifiantes ou de la part de son donneur ou de sa donneuse. Et donc, c'est depuis septembre de l'année dernière. Nous sommes dans une phase transitoire avec anciens dons et nouveaux dons. OK. Mais en tout cas, oui, c'est chouette, ça permet aux enfants de comprendre leur origine, parce que j'imagine que ça peut être, potentiellement compliqué, parce que tu as envie de savoir potentiellement à qui ressemble, l'autre partenaire. En fait, la personne qui fait le don peut donner plus ou moins d'informations. J'ai là, par exemple, dernièrement, échangé avec une lesbienne qui a fait un don d'ovocytes. Elle a écrit une lettre. Et cette lettre-là va être conservée pendant 18 ans minimum. Et si un jour des enfants issus de son don souhaiteraient avoir des informations, eh bien, cette lettre pourra être ouverte uniquement à l'enfant qui a fait la demande. Il y a des personnes qui donnent moins d'informations. Donc, ça se trouve,
Faut pas créer trop d'espoir non plus. Et c'est ça qu'on insiste beaucoup, c'est que le donneur, il peut donner plus ou moins d'informations. Et s'il donne des informations, c'est des informations non identifiantes. Et donc, si on donne trop d'espoir à l'enfant, il peut y avoir beaucoup de déception également. Donc, et nous, dans notre démarche, notre fils, il est né d'un don anonyme. Ça signifie qu'il aura ni lui, ni nous n'auront jamais accès à l'information. Et on dit à chaque fois, il est le fruit de l'amour de ses deux mamans. C'est que être parent, c'est aimer son enfant, l'éduquer, prendre soin de lui au quotidien. C'est vraiment le même concept que adopter son enfant, adopter un enfant. On est quand même parent, alors qu'on n'a pas porté biologiquement l'enfant dans son corps. Si on fait une démarche d'adoption, on se sent pleinement parent parce qu'on s'occupe de lui, on l'aime, on est malheureux quand il a un chagrin et vraiment, c'est vraiment l'aider à grandir. Donc pour moi, cette idée de donneur, c'est OK, il y a eu un acte généreux de sa part. Sinon, les couples socialement stériles que sont les lesbiennes et les gays, bah, on ne pourrait pas fonder nos familles. Donc oui, c'est un geste généreux, mais il n'en demeure pas moins que la mère qui n'a pas porté l'enfant ou le père qui n'a pas donné son patrimoine génétique, on est quand même des parents à part entière. Et donc c'est ce qu'on dit, faire famille autrement, les nouveaux modèles de famille qui en fait ont toujours existé, c'est juste qu'ils étaient davantage invisibilisés avant. Mais les lesbiennes ont toujours eu la possibilité de faire des inséminations artisanales avec des pipettes, tout ça là. Voilà. Non, mais c'est très beau ce que tu nous dis et je suis tellement d'accord avec toi. Il y a vraiment une différence entre le géniteur ou la génitrice et bah, le parent, la parente, bon, je conjugue, je sais pas si ça se conjugue, mais c'est pas grave, qui vont vraiment élever l'enfant et que c'est pas parce que, voilà, parce que tu donnes, on va dire, comment dire, la graine ou que sais-je, que tu vas pouvoir assumer derrière les responsabilités d'un parent. Et du coup, c'est très beau ce que tu dis que bah, votre enfant, il est le fruit de votre amour. Et de toute façon, oui, je partage complètement ton point de vue là-dessus. Et de toute façon, l'amour, il n'y a que ça comme base qu'il faudrait donner aux enfants. Et peu importe les modèles familiaux en fait. Enfin, des fois, ouais, je comprends pas trop pourquoi il y a des personnes qui jugent bah, les personnes bah, qui sont lesbiennes, gays, trans, alors que, enfin, du moment que l'enfant il est de l'amour, je pense que c'est juste ça dont il a besoin, il se sentir aimé, compris, soutenu, qu'on sache qu'il est bah, que ses parents sont là pour lui, je pense que c'est ça le plus important et il a rien besoin d'autre. Après, oui, il a besoin de comprendre comme ton fils il comprenait pas pourquoi il avait deux mamans et pas un papa et une maman, donc c'est important de lui expliquer. Mais une fois qu'on lui donne ces clés de compréhension, après, il peut se construire et il peut mener sa vie de façon bah, paisible, en fait. Bah, c'est ça, moi je suis toujours sidérée de voir que on peut poser 36 000 questions à un couple de personnes de même sexe pour savoir s'ils sont aptes à faire un projet de parentalité, etc. Et en même temps, on a dans la société des enfants qui naissent plus ou moins par accident dans des couples, au sein des couples hétéros, avec un papa qui est violent, maltraitant, ou je ne sais quoi. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de questions. Il n'y a pas eu de questions, ça s'est fait naturellement et oups, voilà. Donc mettre les deux et être autant, enfin critiquer, avoir autant d'a priori sur la parentalité des personnes LGBT, alors que pour nous c'est vraiment un parcours du combattant, des enfants vraiment désirés, parce que je le dis régulièrement, hein, vouloir
se vouloir parent, c'est avant tout un parcours très cérébral parce que, la société nous renvoie tellement peu d'images de, papa gay, maman lesbienne, tout ça. Tout ça, ce sont tous ces nouveaux rôles modèles de papa gay, maman lesbienne, tout ça, c'est très, très récent. D'abord, s'autoriser à devenir mère en lesbienne, c'est tout un cheminement cérébral, avec la question de représentation et ensuite le jugement. Quand j'ai annoncé, à ma mère que j'étais enceinte, j'ai eu, au lieu d'avoir de la joie de la part de ma mère, elle m'a dit: «Mais c'est qui le père? Comment il va grandir sans figure paternelle?» tout ça. Donc sur le coup, j'étais j'étais trop triste de voir, waouh, OK, au lieu de se réjouir pour moi de ma grossesse, j'ai dû subir un interrogatoire, et en gros, c'était toutes les inquiétudes et projections d'angoisse de ma mère vers notre enfant, vers notre modèle familial et donc ma femme, je devais justifier en disant: «Mais tu te rends pas compte maman, ça fait 40 ans ou 60 ans d'études sociologiques, psychologiques qui ont été faites, en Amérique, au Canada, aux États-Unis sur, oui, les enfants des familles LGBT vont bien. Donc ça, j'ai dû tout lui dire, et tout lui expliquer et lui expliquer que ma femme agirait, en tant que parent et qu'elle a été tout à fait légitime à être parent. Mais ça, quand j'ai vécu, l'annonce de cette grossesse, je voulais que ma mère, n'importe qui à qui on annonce la grossesse, normalement, c'est de la joie. Heu et donc quand j'ai pas eu cette joie-là qui a éclaté chez ma mère, mais direct, toutes les questions, oh là là, je me suis dit, en fait, c'était hyper violent et donc waouh, je me suis dit: «Bon, bah, OK, première bataille, check. Allez, next, next» et cetera. Mais ça a été super dur et finalement après, une fois que, l'enfant est né et bien, ce n'était plus une question. C'est passé plus facilement. J'envoie aux personnes qui nous écoutent, qui si jamais ils sont dans la même situation que toi, tu as pu l'être, tout mon soutien et je t'envoie mon soutien même si là, c'est sûr que maintenant ça va mieux. Mais, oui, je pense que clairement, la réaction de ta maman et potentiellement la réaction des personnes qui nous écoutent si jamais, ils sont dans cette même situation que toi, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un point énorme de l'hétéronormativité dans notre société qui fait que on imagine que c'est le seul modèle possible et que c'est forcément le bon modèle, alors que au final, on est on est des êtres humains, on n'est pas des copies, des copier-coller. On a nos propres aspirations, nos propres désirs, nos propres attirances. Et là, en fait, c'est mettre tout le monde dans le même sac, alors que, forcément, on est chacun et chacune unique à sa manière. Donc ouais, c'est important de pouvoir être pleinement soi-même et c'est chouette que de nos jours les choses ils évoluent et que enfin on peut être enfin ça dépend dans quelle société et encore comme tu dis il y a encore un long parcours à faire mais j'ai quand même de l'espoir sur le fait que on avance dans quelque chose de plus où ça devient plus, on va dire, la norme, les familles autres que hétéros, même si ça prend du temps, on va dire, il y a des petites graines qui se sèment et je pense que clairement c'est l'éducation, qui pourra faire, changer les choses et qui pourra, planter des graines, du coup je dis des graines d'éveil féministe pour pouvoir changer les mentalités et aller vers une société, plus juste, plus égalitaire, tout ce qu'on veut parce que, il y a que comme ça qu'on pourra avancer un pas à la fois, quoi. Tout à fait et ça prend beaucoup de temps et il y a régulièrement des backlash, des retours de bâton. Mmh mh. Mais du coup, comment tu peux expliquer, les backlash justement? Retour de bâton, par exemple, là, il y a une montée de l'extrême droite, avec le gouvernement de Meloni, en Italie et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que, il y avait des mairies qui avaient autorisé, l'ajout du nom de la mère, sociale sur l'acte de naissance. Ce sont des mairies qui étaient OK heu, avec le fait d'avoir, des familles avec 2 mamans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de loi proprement dite, qui autorise,
qui légalise la famille lesbo-parentale en Italie. Et avec la montée de l'extrême droite, avec la mise en place du gouvernement Meloni, eh bien, il y a eu un retour de bâton, c'est que il y a plusieurs mairies qui ont dû effacer la mère sociale de, je crois, une quarantaine ou soixantaine d'actes de naissance. Et donc, c'est très flippant parce qu'on se dit, bah, est-ce que ça peut nous arriver, nous, etc., en France? Et en fait, ce qui est sûr, c'est que si on a fait un parcours avec une adoption plénière pour l'enfant par la mère qui n'a pas porté l'enfant et qui a été donc ratifiée proprement dans le cadre de la loi française, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver avec la montée de l'extrême droite en France. Voilà. Donc, nos droits des personnes LGBT, droits des personnes immigrées, les droits, bah, ça change, c'est progressiste, mais on ne sait jamais en fait si on peut revenir en arrière. Moi, je suis toujours très choquée de voir qu'aux États-Unis, dans certains États très conservateurs, mon livre comme ça, là, il fait partie des banned books, donc des livres interdits. Et même celui-là, il serait interdit parce qu'il représente des Asiatiques. Oui, il y a des États très conservateurs qui veulent faire un retour en arrière, famille traditionnelle, voilà. Et donc, moi, je suis juste extrêmement choquée. J'avance à mon échelle. Je fais des interventions en milieu scolaire, je fais des interventions auprès des enfants. J'essaye d'aller à la rencontre des enfants pour leur expliquer, bah, toi, tu as la chance d'avoir un papa, une maman, et mon fils, il a la chance d'avoir deux mamans. Et nos deux familles, là, les deux familles sont au même pied d'égalité. Et donc, c'est ce que j'explique à travers une des illustrations qui représente la diversité des familles avec l'amour créé des familles. C'est ce que j'utilise quand je fais les interventions en milieu scolaire. Voilà. Donc, tu as les différentes types de familles. Et donc, j'explique aux enfants et au début, ils peuvent rigoler. Oh, tu vois, il y a un enfant avec un drapeau arc-en-ciel, LGBT, etc. Puis après, quand je leur explique tout le chemin que j'ai parcouru, parcours du combattant, lesbophobie familiale, etc., euh, ils comprennent que c'est sérieux et que oui, les familles, on est tous au même niveau. Je fais de la sensibilisation et quand je vois des petites, quand je vois des yeux qui brillent après, c'est super. Oui, forcément. C'est vrai que j'avais entendu parler de ce qui s'était passé en Italie, ça m'avait fait vraiment froid dans le dos, je trouvais ça tellement horrible, enfin, il y a même pas, même c'est pire qu'horrible, j'ai même pas un mot pour définir à quel point, le monde, il peut être complètement fou, complètement barré. Mais parce que, malheureusement et comme tu dis, nos droits, ils peuvent être sans cesse remis en question et en tout cas, c'est super ce que tu fais en faisant de la sensibilisation, des interventions parce qu'au finalement, il faut se poser la question: «Quels enfants on veut laisser à cette planète?» et du coup, si c'est des enfants qui ont pu être sensibilisés à ces questions, bah, c'est des personnes, qui vont avoir de l'impact et qui vont faire les choses pour un meilleur monde, pour une meilleure société, que ce soit sociale, environnementale, et c'est hyper important. Moi, en fait, ce que je dis, ce que j'observe sur LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup de diversité et inclusion en entreprise. Et donc ça, c'est super qu'il y ait eu des associations comme l'Autre Cercle fassent signer des chartes sur les droits des personnes LGBT au sein des grandes entreprises, des petites entreprises, tout ça. Mais avant d'être employé, avant d'être salarié, avant d'être entrepreneur, on est enfant. On est enfant et donc quand c'est déjà adulte, c'est déjà très difficile de déconstruire. Et donc pourquoi est-ce que je fais des interventions au niveau des enfants? C'est que les enfants, on peut encore leur faire changer facilement d'avis, on peut encore leur expliquer que c'est super bien d'être ouvert d'esprit,
on a plus d'idées ensemble, la différence, c'est une richesse, etc. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec des enfants pour leur expliquer, les langues, c'est hyper important. Le français, c'est bien, mais les autres langues, c'est très important aussi. La richesse culturelle, c'est c'est ce qu'on ne peut pas nous retirer. Et donc, j'aime étudier avec les enfants, travailler avec leurs enfants, parce que je sais que j'ai encore cette possibilité de leur montrer la beauté du monde que l'on peut construire ensemble. Et je ne l'ai pas dit en introduction, c'est que j'ai grandi dans un environnement multiculturel, multilingue. Le français était la quatrième langue que j'apprenais à l'entrée en maternelle. J'avais 3 langues qui étaient parlées à la maison. Le Téthiou, qui est ma langue maternelle, et dont là je porte le t-shirt des jeunes Téthiou de France. C'est une voix en langue de disparition. Au sein de la diaspora Téthiou, ici, au UK, dans plein de diasporas du monde, le Téthiou est en voie de disparition. Le mandarin est ma deuxième langue, et ensuite le laotien, mes parents se disaient des secrets en laotien. Voilà. Mais le fait d'être multilingue, c'est une richesse incroyable. Et donc, quand mon fils est né à l'hôpital, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai fait la promesse de ne lui parler qu'en chinois mandarin. Je voulais au moins transmettre une des langues que mes parents m'avaient transmises parce que je ne voulais pas couper cet héritage. Je trouvais que c'était trop dommage. Et donc, je lui ai fait la promesse de lui parler qu'en chinois mandarin pour qu'il puisse être bilingue en français et en chinois. Et pour le coup, pour moi, c'était vraiment un défi de vie parce que je devais toujours continuer à apprendre cette langue pour pouvoir la transmettre et pour que ça soit le plus naturellement possible pour mon enfant. Et quand j'ai cherché des livres français-chinois, j'en ai trouvé très très peu. Il y a l'imagie du père Castor, mais c'était pas suffisant pour moi parce que les fruits, les légumes, c'était des fruits et légumes occidentaux. J'aime bien aller à l'épicerie chinoise, à Tangfrère ou à Paris Store, et là-bas, il y a pléthore de fruits d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, tout ça. Eh bien, tous ces fruits et légumes, la majorité n'était pas dans le père Castor. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans mon premier imagier bilingue, qui est l'imagier bilingue des fruits et légumes. Ça, c'est mon premier imagier que j'ai conçu en été 2021. Ça venait d'un besoin personnel de transmission. Et c'est pour ça que j'ai d'abord commencé à écrire des imagiers bilingues. C'est parce que je me suis dit, si c'est utile pour moi, ça peut être utile pour d'autres familles de la deuxième génération. Et donc, si j'ai ce besoin, je connais pas tout le vocabulaire, je cherche pour moi, n'importe quel autre parent de la deuxième génération pourrait être dans la même démarche et donc trouver mes livres utiles. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis autorisée à écrire. C'est que le vocabulaire me manquait. Et donc, quand j'ai publié le deuxième livre en français chino-mandarin, j'ai directement toqué à la porte des jeunes Téthiou en disant, Denis, ça te dirait de traduire le livre en Téthiou? Et il était trop heureux. Il m'a dit, mais c'est ce que j'attendais de toi en tant qu'autrice. Et donc, ensemble, avec avec 3 traducteurs au sein des jeunes Téthiou, eh bien, ils ont traduit Léo et son papy au super pouvoir. Et ils sont fiers que ce livre soit publié. C'est le premier album français Téthiou du monde entier. C'est dingue, hein. Il a fallu attendre 2023 pour que ça soit publié, mais c'est pour la diaspora, c'est pour la préservation de cette langue pour les générations futures. Waouh, c'est vraiment très, très beau, très fort tout ce que tu nous dis et je trouve ça vraiment beau, merveilleux que tu aies voulu, transmettre un bout de ton identité à ton enfant et à tous les autres enfants qui se retrouveraient dans cette situation-là. Comme tu dis, la différence, c'est une richesse et c'est vrai que si on prend
pas soin de son héritage qu'on peut avoir, peut malheureusement disparaître et c'est ce qui arrive avec le Teochew et du coup, moi, je connaissais pas du tout ce que c'est le Teochew, donc c'est quoi, la différence entre le Teochew et mandarin, par exemple? Le Teochew est une langue originaire du sud-est de la Chine, de la région de Chaoshan. Et c'est une langue qui fait partie il y a le cantonais, il y a le Teochew, il y a une cinquantaine de langues chinoises en Chine. On appelle ça des dialectes s'il n'y a pas de retranscription écrite, je crois. Eh bien, le Teochew, il y a bien des idéogrammes et également une transcription phonétique qu'on appelle le Puk-im. Et c'est incroyable de voir que il y a cette écriture-là que moi j'ai découvert pour la première fois avec les jeunes Teochew de France. Et donc c'est une langue qui est très parlée au sein de la première vague de diaspora parce que les Teochew sont nombreux à avoir immigré vers l'Asie du Sud-Est. Donc on trouve beaucoup de Teochew au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande. Et ensuite, il y a eu les vagues successives vers l'Europe, vers la France. Déjà, sache que Chinatown de France, c'est la plus grande communauté asiatique, je crois, d'Europe. Donc le Chinatown de Paris 13e, c'est l'une des plus grosses communautés d'Europe. Et donc ça, c'est l'histoire avec les Boat People, avec les Khmers rouges, voilà, les réfugiés d'Asie du Sud-Est qui sont venus. Et ensuite, dernièrement, les vagues d'immigration chinoise depuis la Chine continentale. Et donc, Teochew et chino-mandarin, c'est comme breton et marseillais ou l'occitan. C'est vraiment deux langues différentes. Euh, Ce qui est vraiment fascinant avec la langue chinoise, c'est que on peut parler plein de langues chinoises différentes, mais on partage une même écriture, quasiment. Il y a des caractères qui sont spécifiques au Teochew, il y a des caractères qui sont spécifiques au cantonais, mais n'importe qui peut lire le journal s'il a assez étudié, s'il a étudié assez le chino-mandarin. Voilà, et c'est ça qui est fascinant. C'est l'inverse. Nous, habituellement, on dit on peut parler, mais on ne sait pas forcément tous écrire. Et donc, en chinois, on peut parler plein de dialectes différents, mais on a une même écriture commune. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, il faut quand même savoir écrire. Et donc, le livre audio, et ça, c'est une très grande fierté, ce sont les voix de mon père, ma mère, la mienne, je fais la voix de Léo, et la voix de Aoui. Et donc, en gros, j'ai dû galérer à trouver des personnes pour la réalisation du livre audio, parce que c'est vraiment pas évident de trouver des personnes qui parlent Teochew. Et donc, la voix d'un grand-père, la voix d'une grand-mère, bah, c'est de la première génération. C'est pas évident de convaincre une mamie ou un papy d'enregistrer. Et donc, j'ai dit à mes parents, est-ce que vous seriez d'accord pour m'aider à faire le livre audio? Et donc, j'étais très contente de les impliquer parce que dans le livre, ce sont des grands-parents modèles. C'est-à-dire que dans le livre, la grand-mère a dit, je suis fière de toi, Léo. Et mes parents ne nous ont jamais dit ça. Et donc, quand ma mère a fait le livre audio et qu'elle a dû le prononcer, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Parce qu'en gros, à travers l'exercice, elle a dit quelque chose qu'elle ne nous a jamais dit à ses trois enfants. Et je trouvais ça très beau. Voilà. J'utilise l'écriture comme une forme de catharsis. Waouh, c'est vraiment très encore une fois puissant tout ce que tu nous dis, et c'est vrai que moi-même je n'avais pas eu tout, par exemple, connaissance de la subtilité de la langue chinoise. Après c'est vrai que quand tu es occidentaux, peut-être que tu dis: «Bah, la Chine c'est juste tu parles chinois», alors qu'en fait non, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est vu qu'on connaît pas, c'est chouette que tu puisses nous expliquer tout ça et c'est aussi très chouette, bah, du coup pour le livre audio où tes parents ont fait les voix, enfin, c'est un projet qui devient familial et tout, donc je trouve ça super. C'est ça. Moi, j'étais vraiment trop contente. Déjà, ils sont au courant des coulisses.
Chaque fois, je tiens au courant ma famille, ma petite sœur, mon grand frère, c'est vraiment la dream team, mon beau-frère. Et ensuite, quand j'ai dit à mes parents: «Bah, est-ce que vous pourriez le faire?» et cetera, ils ont dit: «Oui». On a fait plusieurs séances d'enregistrement et c'est juste, incroyable. Et quand je leur dis: «Maman, tu te rends pas compte, il y a ils ont acheté ce livre, ils ont dédié ce livre à leurs grands-parents. Tu te rends compte? Ou à leurs petits-enfants et cetera, ou à leurs enfants». Donc j'ai été très, très touchée de voir que ce livre-là avait une portée universelle. Oui, surtout que le message il est vraiment puissant parce que du coup ton deuxième livre, il parle, des grands-parents et justement c'est les grands-parents de Léo qui ont hop, qui ont pris les devants, qui ont fait les voix donc ouais je trouve que ça fait une jolie boucle, un joli cercle vertueux en vrai. C'est ça. Et donc en fait, j'ai voulu rendre hommage à mon père, parce que, je l'ai pas dit, mais mes parents sont venus clandestinement en France. Donc avec la loi immigration là, même pas en rêve, ils auraient pas pu venir, hein. Donc ils sont venus clandestinement en France, dans les années 70-80, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et même si mon père a très souvent été réduit au statut d'exilé, à ne faire que des métiers d'ouvrier, magasinier, voilà, il m'a transmis d'immenses richesses immatérielles, le plurilinguisme. Moi, je parle couramment 3 langues. Mon père, il en parle 6 ou 7, donc c'est incroyable. 6 langues asiatiques, une langue, enfin le français, et la créativité et la débrouillardise. La débrouillardise, ça, c'est vraiment l'ADN de mon père. Il a toujours appris la débrouillardise parce que n'ayant pas grandi, enfin, ayant grandi avec très peu de choses, étant obligé de commencer à travailler dès 15 ans, bah, il a appris à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est le côté bricolage. Quand je dis à tout le monde: «Oui, mon père, il s'est construit une maison, une vraie maison en briques», parce qu'il avait fait une extension, tout ça, de la maison de notre maison. C'est impressionnant. Électricien, plombier, tout ça sans CAP, sans études, l'apprentissage autodidacte, tout ça. Et donc je voulais lui rendre hommage tôt ou tard. Et donc quand j'ai eu cette idée de un papier qui transforme un simple carton en une maison, bah, ça coulait de source. En fait, la transformation d'un simple carton en une maison, c'est la métaphore de ce que fait mon papa. Et moi, c'est parce que quand j'étais petite, heu, mon père m'avait offert un bureau et ensuite je voulais ajouter un meuble par-dessus. Et je devais être, au collège et il m'a dit: «Bah, dessine-moi le meuble, Sylvie, et je te le ferai». Waouh! J'ai pris une feuille A4, j'ai dessiné. Et quand j'ai dessiné tout ça là, j'ai dit: «Bah, tiens papa». Et 2 semaines après, j'avais mon meuble et je trouvais ça incroyable. Il avait amélioré, il avait même ajouté des lampes avec un interrupteur, tout ça. Et ça, pour un enfant de 12 ans, 13 ans, bah, ça m'a beaucoup marqué. Parce que je me dis: «Waouh, à chaque fois mon papa, quand il faut sortir les encombrants, lui, il fait le tour du pâté de maison, il récupère plein de meubles, tout ça, et qu'est-ce qu'il en fait? Bah, il recycle, il redonne une vie à ces meubles qui allaient finir à la déchetterie». Et donc ça m'avait marqué parce que c'était sa routine. Et chez mes parents, il y a beaucoup de meubles qui sont composés de bois recyclé, d'objets qui allaient finir à la déchetterie. Il leur a donné une deuxième vie. Waouh, vraiment impressionnant ton papa. Après, je me dis souvent que c'est pas notre métier, nos études qui nous définissent, mais c'est plus notre valeur, qui on est en tant qu'être humain. Enfin, j'avoue que j'aurais aimé encore continuer de dérouler cette discussion avec toi, mais c'est vrai que là, on se rapproche doucement vers la conclusion. Donc, c'est vrai que le temps passe très vite. C'était très intéressant de parler avec toi. Donc, déjà, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Alors, comme mot de la fin, je dirais, si vous faites un parcours de PMA, faites-vous accompagner parce que c'est hyper important. Comme mot de la fin, en plus, je dirais, soyez curieux. Le livre album jeunesse, il est un instrument, c'est un objet politique.
parce que entre ce que l'on nous fait voir ou ne pas voir en fonction des maisons d'édition, choisir un livre, c'est important de le choisir correctement, parce que il y a encore beaucoup de livres qui véhiculent des stéréotypes sexistes, stéréotypes racistes, etc. Donc choisissez les albums avec soin. Et pour le coup, je vous recommande le compte Instagram et le site web de Charlène Wariki qui s'appelle Mon fils en rose. C'est vraiment intéressant tout le travail qu'elle a réalisé sur la bibliothèque de Butchou. Je dirais diversité et inclusion, c'est avant tout dès l'enfance, parce que malheureusement, les enfants peuvent être très normatifs. Et donc, on ne naît pas raciste, on le devient. On ne naît pas homophobe, lesbophobe, transphobe, on le devient à cause de son environnement, à cause de ce que l'on voit. Et c'est pour ça que moi, je fais toutes ces interventions-là dès le plus jeune âge pour sensibiliser. Je ne fais pas de wokisme. Je veux simplement dire, toutes les familles sont au même pied d'égalité. La richesse, la différence est une richesse. Je fais vraiment toutes ces démarches pour une société plus inclusive, moins discriminante. C'est ça mon message. Voilà. Et si vous êtes victime de discrimination, contactez le défenseur des droits. Ça, c'est hyper important aussi. Merci beaucoup pour cette conclusion qui est très belle. Je sais pas quoi rajouter par rapport à ça parce que je l'ai trouvée vraiment parfaite, donc merci. Et pour continuer à la suite de mes questions, qui sont du coup tes rôles modèles asio-descendants? Asio-descendant, je dirais que j'apprécie beaucoup le travail de Charlène Wariki, asio-descendante non-binaire. J'aime beaucoup également le travail qu'effectue Amanda de Slash Asian et de son équipe. Lou Eve, qui est lesbienne, asio-descendante, adoptée. J'aime beaucoup également. Kaylam, j'aime bien également ce qu'elle fait. Grassley avec Kif Taras, c'est nécessaire également. Finalement, il y a de plus en plus de rôles modèles asio-descendants, et heureusement qu'on se fait de plus en plus visible, même si ça reste difficile. Voilà. Et Émilie Tranen-Guyenne pour son documentaire Je ne suis pas Shintok. Voilà. Sinon, moi, en fait, je suis de plus en plus impliquée en tant que responsable éducation et prévention de la JCF dans la lutte contre le racisme anti-asiatique. Et bien, petit à petit, je connais de plus en plus de personnes militantes et ça fait du bien. Et donc, dernièrement, j'ai fait la connaissance de Estelle Mi, qui est une des fondatrices de l'association Génération Panasiatique. J'aime également beaucoup le travail de Tu Anne de Bisai Media. Et d'ailleurs, Bisai Media vient de lancer une campagne de crowdfunding pour FAS B et le premier numéro porte sur les langues d'origine et la diversité culturelle. Voilà. Et donc, je soutiens leur campagne. Voilà. OK, trop bien. Bah, ça en fait des rôles modèles, c'est très chouette. Merci du partage et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bah, Charlène, justement, je l'interviewerai également sur mon podcast. Donc, Mon fils en rose, ouais, je trouvais ça très chouette la façon dont elle abordait les choses et je l'avais aussi rencontré, grâce à Clémence. Donc, c'est trop bien. Et du coup, pour continuer, quelles ressources recommanderais-tu aux personnes qui nous écoutent? Je sais que tu as pu commencer, par parler du documentaire Je ne suis pas Shintok, mais je sais pas si tu en as d'autres? Je ne suis pas Shintok. Tu parles de ressources sur quel thème? Heu, Comme tu le sens, comme tu as envie de le partager. Je dirais Les Enfants d'Arc-en-Ciel pour parcours de PMA, que vous soyez maman solo ou couple lesbien ou PMA tout court, parce que sachez qu'un couple sur 4 hétéro est concerné par la PMA à cause des
problèmes d'infertilité. Voilà. Ressources, je dirais, comme ça, donc c'est Mon fils en rose. Je dirais également J'aimerais t'y voir de la maison d'édition Ne compte pas pour du beurre. J'aimerais t'y voir, c'est la nouvelle collection dirigée par Sarah Gellam, qui est une chercheuse qui a réalisé un mémoire sur la représentation des personnes non blanches dans la littérature jeunesse. Elle a vraiment fait un travail incroyable dessus. Et donc, j'apprécie. Voilà. Parce que quand je dis que le livre est un objet politique, c'est que le fait de faire voir ou ne pas voir, ça concerne toute la chaîne du livre. La chaîne du livre avec l'auteur, maison d'édition, diffuseur, les médias, tout ça. Si j'ai choisi de faire le livre en auto-édition uniquement, c'est parce que j'ai appris avec Charlène Waricki et Grassley que les maisons d'édition classiques ont beaucoup plus de mal à donner la chance à des enfants de deuxième génération à publier, à être publiés. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai entendu beaucoup de femmes de la deuxième génération qui n'ont pas été acceptées, que leurs manuscrits n'ont pas été acceptés, je me suis dit, ok, bah, si lui, tu as l'habitude de te battre, bah, tu publies ton livre et tu verras ce que ça donne. Les gens te tendent la main, tant mieux. Les gens te tendent pas la main, bah, tant pis. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là, quand j'ai entendu le discours de Charlène et de Grassley, que je me suis dit, ok, il y a encore un autre parcours du combattant à vivre, et c'est celui de l'auto-édition. Donc je le fais avec beaucoup de sérieux. Mes livres sont écrits avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour. Ils sont soutenus par des grosses associations. Donc c'est pas parce que c'est de l'auto-édition que c'est moins qualitatif. C'est juste que le système de la chaîne du livre en France, il est tel qu'il est. Il y a des médiathèques qui refusent de prendre mes livres, même en don. Et pourtant, ils sont utiles. Et donc, ce sont des médiathèques qui me disent mais nous on a une politique d'achat spécifique ou bien etc etc. Moi ça me sort les yeux de la tête quand j'entends ça parce que ce sont des livres qui permettent à des enfants de mieux se construire sur le plan identitaire, qui permettent de lutter de manière préventive contre les LGBT-phobies et le racisme anti-asiatique, et pourtant on me dit bah non on veut pas de votre livre. Donc ça, c'est juste édifiant. Je me dis, c'est le système actuel. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de me battre auprès des médiathèques qui ont cette vision très traditionnelle. L'auto-édition, on le fait pas de cœur. À la base, c'est parce qu'on a essuyé des refus. Donc, si les gens comprennent pas, bah c'est pas grave. Merci de ton partage et ta sensibilisation également au sujet de l'auto-édition, parce que c'est quand même important pour les personnes qui nous écoutent de comprendre pourquoi l'auto-édition et le marché du livre, pourquoi c'est compliqué. Donc, merci pour ça. Et il me reste 2 dernières questions. Que signifie pour toi le terme féminisme et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe ? Alors pour moi, féminisme, si je devais résumer, c'est avoir les mêmes droits que les hommes, être sur un même pied d'égalité en tant que femme. Et donc, en fait, on ne demande pas à ce que les femmes soient plus élevées ou soient mieux reconnues que les hommes. Non, c'est simplement qu'on soit au même pied d'égalité et que l'on reconnaisse également toutes les difficultés à être femme dans une société patriarcale et qui, enfin, même si on représente la moitié de la population mondiale, on n'a pas le même degré de visibilité dans les médias. Malheureusement, on n'accède pas aussi facilement aux postes de direction dans les sociétés. C'est tout un monde incroyablement patriarcal qui est difficile d'y trouver sa place. Dans lequel c'est très difficile d'y trouver sa place en tant que femme. Voilà. Ensuite, qui est-ce que j'aimerais voir au micro du matrimoine féministe dans une optique de sororité,
j'aimerais que tu puisses inviter Sabine Vu, la fondatrice et la présidente de Les Lumidacieuses. C'est une association de femmes lumineuses et audacieuses qui cherche à lutter contre le sexisme, à déconstruire les stéréotypes liés au genre. Et donc, je pense que tu as beaucoup de choses à voir, à échanger avec elle. Et Sabine Vu, c'est une femme lumineuse. Elle est vraiment solaire et elle a des enfants métis. Et ce qu'elle me dit en rigolant, c'est que elle, dans sa famille, c'est 3 continents regroupés. Parce que son mari est français d'origine vietnamienne. Elle, elle a des origines africaines et donc ses enfants, ils sont métis avec des yeux bridés et ils sont très très beaux et voilà. Mais ils sont également victimes de racisme. Voilà. Une seule personne, c'est Sabine Vu que je te nommerai. Bah, super, bah, merci beaucoup. Bah, j'espère que j'aurai l'occasion de l'interviewer. J'en doute pas, mais c'est vrai que vu que j'ai beaucoup d'épisodes, il faudra que je puisse m'organiser. Ce serait avec grand plaisir. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je l'ai trouvé super, comme tous mes échanges sur matrimoine féministe, hein, ça c'est clair. Donc, c'était très enrichissant et je suis sûre que les personnes qui nous ont écoutés ont appris plein de choses. Et merci aussi également aux personnes qui nous écoutent actuellement d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Cœur sur vous. Merci beaucoup Estelle, merci aux auditeurs. Du coup, ciao ciao tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!